Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du débat de Vivre, le magazine de la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, un sujet particulier que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'aborder, l'oncologie pédiatrique. Plus précisément, et pour être plus clair, les cancers touchant les enfants. Que représentent-ils? Comment les prend-on en charge? Quelles recherches sur ce type de cancer? Autant de questions que nous allons débattre avec deux invités particulièrement qualifiés. Agnès Buzyn, qui est la présidente de l'INCa. Agnès Buzyn est médecin, professeure d'hématologie. Elle a exercé à l'hôpital Necker, où elle a mené de nombreux travaux sur la leucémie et sur la greffe de moelle. Et depuis 2011 exactement, elle est présidente de l'Institut national du cancer, l'INCa, et à ce titre, elle a été l'une des principaux artisans du plan Cancer 3, qui comporte également une dimension sur les cancers oncopédiatriques. En face, Patricia Blanc, présidente de l'association Imagine for Margot. Alors, quelques mots quand même pour expliquer cette association. Vous avez connu un drame avec la perte de votre fille, donc, qui s'appelait Margot et qui a été victime d'une tumeur au cerveau et qui, pendant la durée de sa maladie, a voulu se battre et a initié déjà un travail pour une meilleure prise en charge et un meilleur financement de la recherche sur les cancers pédiatriques. Et depuis que cette association existe, vous militez à la fois pour une meilleure dimension de la prise en charge pédiatrique dans la prise en charge des cancers, et vous récoltez également des fonds pour financer des recherches spécifiques sur ce type de cancer ou sur ce type de prise en charge. Voilà pour nos deux invités. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du débat. Que représentent aujourd'hui les cancers oncopédiatriques dans l'ensemble des cancers, à la fois en termes de statistiques, mais aussi en termes de particularités ou de prise en charge? Alors, les cancers chez les enfants sont évidemment rares. On considère que ça représente à peu près 1% des cancers de l'adulte. Si on regarde les registres du cancer qui existent dans notre pays depuis les années 90 pour les cancers des enfants, et qui couvre vraiment l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qui répertorie la totalité des cas depuis les années 2000. On compte à peu près 1700 nouveaux cas de cancer avant 15 ans et 700 cas entre 15 et 19 ans, donc autour de 2500 cas par an avant 20 ans. Et ce nombre de cas est à peu près stable d'année en année depuis que nous avons des registres du cancer. D'accord. Ça, c'est pour la dimension statistique, donc avoir une idée de ce que ça représente. 1%, on pourrait dire c'est peu, mais c'est en même temps, j'imagine, une problématique tout à fait particulière qui n'a rien à voir avec le pourcentage chiffré de 1%. Alors, bien sûr, c'est très très lourd affectivement. Je pense que c'est lourd également pour les équipes soignantes. La prise en charge des enfants, c'est énormément de temps. C'est beaucoup de personnel dédié, c'est beaucoup de temps auprès des enfants et c'est beaucoup de temps auprès des familles. Donc ça nécessite vraiment une prise en charge et des organisations particulières. Ça nécessite aussi des moments de jeu, des moments d'éducation. Et c'est encore plus complexe, il nous semble, pour les adolescents qui ont des besoins spécifiques. Donc un certain nombre d'organisations ont été mises en place par les plans cancer précédents pour répondre à ces besoins spécifiques à la fois des enfants et également des adolescents avec des expérimentations d'équipes dédiées. C'est clairement un enjeu également du 3e plan cancer. Puis nous parlerons ensuite de comment ça s'organise peut-être sur le terrain, mais je vais laisser la parole à Madame Blanc qui a vécu malheureusement cela. Mais moi, je voudrais revenir juste un peu aussi sur les chiffres. C'est vrai que c'est 1% les cancers des enfants, mais c'est aussi 500 enfants qui meurent chaque année en France d'un cancer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les jours, plus d'un enfant meurt du cancer. C'est aussi un enfant sur 440 qui est diagnostiqué avant l'âge de 15 ans. Donc c'est important de se mobiliser. Comme le disait Agnès Buzyn, c'est aussi une prise en charge
de l'enfant qui est particulière, hein, parce que bien sûr l'enfant est touché et il va évoluer après dans sa vie avec les conséquences des traitements, les conséquences de sa maladie. Et ça, c'est aussi une prise en charge sur le long terme, parce que fort heureusement, 80% des enfants guérissent du cancer aujourd'hui, mais c'est encore 20% qu'on ne sait pas guérir, et sur lesquels il faut vraiment avoir des traitements spécifiques. Et quand on ne sait pas guérir, lorsque l'enfant va disparaître, il y a un impact sur toute la famille, les frères, les sœurs, l'entourage, évidemment les parents. Et lorsqu'un enfant a subi des séquelles de ces traitements, c'est aussi énormément d'impact pour tout l'entourage. Donc c'est une prise en charge très globale. Deuxième question, on vient de voir que l'incidence des cancers pédiatriques reste relativement faible. Vous nous avez parlé d'un taux d'environ 1%. Mais en dehors de cet aspect statistique, est-ce que dans les années passées, on a une amélioration des taux de guérison de ce type de cancer, ou est-ce que là aussi on reste sur une stabilité avec des résultats qui évoluent peu? Donc, Madame Blanc l'a dit, actuellement on considère que 4 enfants sur 5 guérissent du cancer. On reviendra ensuite sur les cancers les plus graves. Et les progrès ont été assez considérables pour aboutir à 4 enfants sur 5 guéris. Le problème, c'est que c'est très variable d'une maladie à l'autre. Il y a vraiment des maladies pour lesquelles nous savons traiter les enfants. Je pense par exemple au rétinoblastome, une tumeur du fond de l'œil, pour lesquels les taux de guérison sont proches de 100% actuellement dans les centres qui les prennent en charge. Ça n'était évidemment pas le cas il y a quelques années. Je pense aux leucémies de l'enfant, qui représente le premier cancer chez l'enfant. La première cause, c'est avec à peu près 29% des cas qui sont des leucémies aiguës de l'enfant. Le taux de guérison était autour de 10% dans les années 60. Il est au-dessus de 90% en 2015. Donc d'énormes progrès thérapeutiques dans certains cancers. Et à l'inverse, dans d'autres cancers, pratiquement aucun progrès. Et c'est en fait ce que l'on observe chez l'adulte aussi, avec des cancers que l'on sait guérir maintenant, et d'autres pour lesquels, depuis 20 ans, nous n'avons quasiment pas d'amélioration des résultats. Ça veut dire que dans certains cancers, on comprend les mécanismes, on trouve les bons traitements, et dans d'autres, probablement, il nous manque de la connaissance, et on n'arrive pas à progresser. Là-dessus, Patricia Blanc, vous souhaitez... Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a encore effectivement des cancers sur lesquels ça fait 20 ans qu'on n'a pas progressé. Pas d'augmentation du taux de guérison, et ça c'est assez problématique. Et bon, on en reparlera peut-être après hein, sur l'aspect médicaments spécifiques, notamment pour ces enfants-là, qu'il faut trouver pour pouvoir mieux les guérir. Pour pouvoir les guérir. Alors, justement, c'est un des aspects importants du débat. On sait que, quelle que soit la pathologie, on ne traite pas forcément un enfant comme, d'un point de vue médical, comme on traite un adulte. Donc, il y a à la fois des problèmes au niveau du type de traitement, au niveau des médicaments qu'on peut administrer, de leur efficacité plus ou moins grande en fonction d'un certain nombre de critères. Alors, la question, c'est la suivante. C'est vrai que statistiquement, donc on a dit à peu près 1% des cancers concernant des enfants. Est-ce que malgré tout, on arrive à développer suffisamment la recherche sur un public qui est un public, d'un point de vue froidement statistique, peu nombreux par rapport à la communauté de l'ensemble des malades? Alors, je vais peut-être laisser la parole à Madame Blanc, parce que c'est vraiment ce qui a motivé la création de son association. Et puis peut-être, je rebondirai peut-être pour préciser, je préfère dans ce sens-là. D'accord, ok. Effectivement, bon, je pense qu'il y a un vrai problème au niveau du développement des traitements et des médicaments pour les enfants. Aujourd'hui, la plupart des médicaments qui sont donnés aux enfants, ce sont des médicaments d'adultes, donc qui n'ont pas été testés et en fait qui ne sont pas légalement autorisés chez l'enfant. Et ça, c'est un vrai souci. Ensuite, il n'y a pas de médicaments spécifiques à l'enfant. Donc on leur donne des médicaments d'adultes et on adapte les doses. Ça, c'est vraiment la première chose. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que finalement, ça reste des cancers rares, hein, comme vous le dites, c'est 1%, et, des cancers. Et donc, du coup, l'industrie pharmaceutique ne finance pas suffisamment des nouveaux traitements, des nouveaux médicaments, parce que ce n'est pas rentable financièrement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on se bat vraiment, de pouvoir développer aujourd'hui des médicaments qui soient spécifiques à l'enfant,
ou de pouvoir mieux adapter pour les enfants, et ça dans des contextes sécurisés, des médicaments qui existent aujourd'hui chez l'adulte et qu'on pourrait donner chez l'enfant parce qu'ils ont un mécanisme d'action qui pourrait agir chez les enfants. Alors, oui, je vais rebondir parce que je pense qu'il ne faut pas penser que parce qu'on utilise un médicament qui a été développé chez l'adulte, chez l'enfant, c'est forcément un défaut ou un problème. Quand on utilise de l'insuline pour le diabète chez l'adulte, ben, l'insuline pour le diabète marche aussi chez l'enfant, et heureusement. Donc, effectivement, les chimiothérapies standards, elles ont été développées chez l'adulte et elles sont données chez l'enfant. Et ça n'est pas un problème pour moi, à condition qu'on trouve des formulations que les enfants puissent avaler. Je pense à des sirops, des choses comme ça. Il faut évidemment les adapter, mais il ne faut pas imaginer que les traitements de l'enfant sont forcément différents de ceux de l'adulte. Donc, il y aura certainement des médicaments communs. Ensuite, il y a certainement cette problématique de la rareté des patients qui fait que les industriels n'ont pas forcément envie de développer chez l'enfant. Je pense que ce n'est pas l'unique raison. Il y a quand même des mécanismes maintenant financiers incitatifs pour développer des médicaments orphelins, donc pour des maladies orphelines, pour très peu de malades. On a pu mettre sur le marché des médicaments pour 20 malades en France, donc ça n'est pas l'unique ressort. C'est aussi que les industriels ont d'une part peur d'investir dans la pédiatrie. Quand ils développent un médicament, ils ont très peur des effets secondaires, et vraiment pour en avoir discuté avec eux et avoir essayé d'obtenir des médicaments chez l'enfant, ils ont peur qu'un effet secondaire qui surviendrait chez un enfant mette en péril le développement chez l'adulte parce que le retentissement émotionnel chez un enfant fait que tout d'un coup l'image de la molécule va être altérée, et donc ils vont commencer à développer leur médicament chez l'adulte, et une fois qu'il sera bien connu, ils accepteront ensuite de le développer chez l'enfant avec plusieurs années de retard, mais ce développement n'est pas concomitant parce qu'ils ont peur en fait de couler leur molécule avec un développement chez l'enfant problématique. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, à mon avis, c'est qu'aussi, on manque de connaissances sur les cancers des enfants, et qu'effectivement, les mécanismes de développement du cancer chez l'enfant étant assez différents, ce sont des cancers qui sont liés au développement des tissus, ce qu'on appelle d'origine embryonnaire pour beaucoup. Ce sont des cancers très différents à l'adulte, et en fait, on connaît mal les mécanismes qui ont abouti au cancer, et donc on a peu de cibles identifiées pour développer des nouveaux médicaments. Et donc, on manque aussi de vision sur quel type de médicaments il faudrait pour être efficace chez l'enfant. Et tous les médicaments adultes ne sont pas transposables chez l'enfant parce que les mécanismes du cancer sont différents chez l'enfant. Donc, il y a pour moi différentes raisons à ce manque de développement, et il faut qu'on attaque chaque cause séparément. Oui, tout à fait. Il faut déjà mieux comprendre les cancers des enfants. Donc, c'est important de développer tout ce qui est analyse biologique des tumeurs, le séquençage des génomes, etc., pour mieux comprendre comment ça se passe. Et aussi, vous parliez de la réglementation. Effectivement, il y a des réglementations qui sont incitatives, comme la loi sur les médicaments orphelins. Mais aujourd'hui, combien de médicaments en oncologie pédiatrique ont été développés suite à ces lois-là? Très peu. Je dirais même quasiment pas, de médicaments orphelins, ou même le règlement pédiatrique de 2007, qui oblige en fait les laboratoires pharmaceutiques à aller, lorsqu'ils font un développement chez l'adulte, à faire un plan d'investigation pédiatrique chez l'enfant. Aujourd'hui, combien de médicaments ont été développés avec cette législation-là? Très peu. Encore très très insuffisant, alors que c'est une législation qui, dans l'esprit, est bonne, puisqu'elle oblige les laboratoires à aller regarder s'il y a une cible thérapeutique chez l'enfant. Donc il y a effectivement différentes manières, différents leviers sur lesquels il faut travailler, à la fois la législation, à la fois l'aspect meilleure connaissance, et inciter un peu tout le monde, c'est la volonté de chacun à vouloir développer des médicaments pour les enfants. Alors, j'entends bien l'argument que vous partagez d'ailleurs en commun sur le fait qu'on est encore loin du compte sur la recherche et sur la mise au point de traitements spécifiques aux enfants, mais j'ai envie de vous poser un peu la même question que sur les évolutions thérapeutiques. Est-ce que vous constatez sur les dernières années une tendance à l'amélioration, à une meilleure prise en compte de cette dimension, ou est-ce qu'on reste un peu dans un statu quo sans perspective d'évolution ?
initiative? Ça fait 3 ans que j'ai créé l'association. Margot est partie en 2010. On a créé l'association fin 2011. Et c'est vrai que très rapidement, face au fait que, comme je vous le disais, Margot n'a pas eu de médicaments qui ont pu la guérir, on s'est investi pour savoir comment est-ce qu'on pouvait développer la recherche et de nouveaux médicaments, et notamment au niveau européen. Et moi, j'ai vu une vraie évolution depuis. J'avais créé l'association depuis 3 jours que j'allais à un rassemblement en fait à Londres, qui a été organisé par la Société européenne d'oncologie pédiatrique, qui réunissait à la fois des laboratoires, des chercheurs, des associations de parents et des réglementaires, donc l'Agence européenne du médicament et la FDA aux États-Unis. Et c'était la première rencontre pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire pour développer la recherche chez les enfants. Et je peux vous dire que là, j'ai débarqué dans un monde où personne ne se parlait, où c'était très compliqué avec chacun évidemment ses propres barrières et blocages. Mais depuis 3 ans maintenant, les choses ont quand même évolué. Et donc moi, par exemple, je fais partie de la plateforme d'oncologie pédiatrique européenne qui regroupe tous ces différents acteurs. Et on mène des groupes de travail au niveau européen. Il y a 4 groupes de travail pour essayer de comprendre et de faire avancer les choses, à la fois sur l'aspect législatif, meilleure connaissance des tumeurs des enfants, priorisation, et aussi que les laboratoires s'investissent et donnent leurs molécules et fassent des investissements financiers. Donc, je dirais il y a un frémissement. C'est évidemment pas encore ce qu'on aimerait. On n'est pas encore arrivé à là où on aimerait aller, mais je dirais que ça avance quand même. Agnès Buzyn, ce frémissement, vous le ressentez également au niveau de l'INCa et de la politique un peu globale? D'abord, jusque dans les années 2005 à peu près, avant l'essor de ces nouveaux médicaments qu'on appelle les thérapies ciblées, le besoin était peut-être moins aigu, c'est-à-dire que tout le monde était logé à la même enseigne, les chimiothérapies standards étaient utilisées chez l'adulte puis chez l'enfant, globalement sans trop de retard. À partir du moment où une molécule était efficace, elle se développait rapidement dans les 2 secteurs. Depuis les années 2005, on a vu les thérapies ciblées qui sont développées pour atteindre une anomalie moléculaire présente au sein de la tumeur. C'est là où on a vu l'écart se creuser entre la pédiatrie et les adultes. Parce qu'effectivement, beaucoup de molécules ont été développées pour des cancers adultes, le cancer du poumon, le cancer colorectal, le cancer du sein. Et là, on a vu vraiment un déficit de recherche chez l'enfant. Donc cette prise de conscience, elle s'est faite entre 2005 et 2010, et vraiment la mobilisation depuis 2010. Et moi, quand je suis arrivée à l'INCa en 2011, j'ai observé cette situation. Et dès 2012, en fait, quand le président de la République a demandé qu'on élabore un 3e plan cancer, je pense qu'il avait été alerté par des associations et peut-être vous-même. Oui. Mais on a eu un ordre très clair en fait, du gouvernement qui était d'axer le plan cancer sur la priorité pédiatrique. Je crois qu'il avait été attristé de cette observation du manque de médicaments chez l'enfant à la suite d'une visite à l'hôpital Necker. Et on a eu vraiment une injonction de mettre en place un plan d'action. Donc le plan d'action, il est dans le plan cancer, en tous les cas pour la France, il est très clair. On a démarré, on aura l'occasion de revenir sur les actions concrètes, mais je pense qu'on a vu l'ampleur du problème, on a essayé de voir tous les points de blocage et de s'attacher à apporter une réponse et une action sur l'ensemble des points de blocage qui aboutissent en fait à dénoncer et qui est réel, vraiment avec une problématique claire d'un défaut de développement. C'est important d'aller sur le terrain, voir ce qui se passe vraiment. À l'hôpital Necker, voilà, ça a peut-être été déclencheur. Le fait que nous, on vienne témoigner en tant qu'association en disant mais voilà ce qui se passe aujourd'hui et ça ne progresse pas et il y a encore des progrès à faire. Il ne faut pas se dire on en guérit 80% des enfants et ça ne représente que 1%. Non, attention, ces enfants-là, il faut les guérir mieux, les 80% et les 20%. Il n'y a pas eu de progrès depuis 20 ans et c'est juste pas acceptable. Et donc là, il y a voilà, je pense une prise de conscience qui a émergé. Mais maintenant, voilà, il y a du travail à faire, il faut aboutir, il faut agir et il faut que les mesures soient mises en place. Mais la prise de conscience est intéressante même chez les industriels. C'est-à-dire que le fait que la France annonce comme une volonté des pouvoirs publics, on va dire au sens large, et vraiment identifie dans le plan cancer un axe prioritaire sur les cancers des enfants, les industriels sont obligés de se positionner maintenant. Et on voit vraiment que dans les conversations qu'on a régulièrement avec eux sur le développement des nouvelles molécules, comme on ne
comme on pose systématiquement la question de leur plan de développement chez l'enfant, de savoir s'ils nous donneraient leurs molécules pour des essais cliniques chez l'enfant, etc., on sent qu'ils sont obligés maintenant de nous donner des réponses claires. Et la mobilisation française, quelque part, est en train de faire changer les mentalités. C'est ce que je ressens vraiment clairement. Ils ont moins peur. Et on expliquera peut-être pourquoi ils ont moins peur. Voilà, Il y a aussi des choses qui se font aux États-Unis aussi dans certains laboratoires qui commencent à développer la recherche chez les enfants. Et je pense que ça aussi, c'est aussi incitatif, un mouvement qui fait qu'il y a une première prise de conscience. Voilà, je suis d'accord avec vous. Restons prudents. On est loin des résultats. Voilà. Mais au moins, on n'a pas de blocage. Ouais. On a l'impression qu'on est capable d'entraîner derrière nous des volontés politiques, des volontés des scientifiques et des volontés des industriels. Maintenant, on attend les résultats. Enfin, quand je dis on attend, pour l'Institut national du cancer, non, on va créer les moyens du résultat. Mais les résultats, on ne les a pas encore, c'est clair. On est d'accord. Alors, vous avez évoqué à l'instant le fait qu'il y a quelques mois, le chef de l'État a présenté le plan Cancer 3. Il a d'ailleurs présenté les grandes lignes dans un des derniers numéros de Vivre, en exclusivité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que, concrètement, ce plan Cancer 3 prévoit dans le domaine des cancers pédiatriques, qui est une dimension forte et une espèce de réquisition que vous avez eue d'intégrer cette dimension. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu? Alors, ça va être une liste à la Prévert, donc je vais essayer de serrer les problèmes. Il y a énormément de mesures sur l'organisation des soins, le fait que les patients, que les dossiers des enfants soient discutés en réunion de concertation de recours, inter-équipe, interrégionale, soit orientés vers des essais cliniques, même quand un essai clinique n'est pas ouvert dans un centre, qu'il y ait un référencement des enfants qui ont des cancers réfractaires, à des équipes qui ont la capacité de proposer de l'innovation, etc. Donc il y a tout un champ autour de la prise en charge, aussi autour de l'accompagnement des enfants en termes éducatifs, d'accès même à la scolarité après le lycée, le CNED, gratuit, etc. Mais je pense que ce n'est probablement pas le sujet principal de ce débat. Celui qui concerne ce débat, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pour mieux connaître ces cancers et pour développer de nouveaux médicaments. Alors là, il y a vraiment beaucoup d'actions. Il y a eu d'abord la création et le financement par l'INCa l'année dernière de ce qu'on appelle un groupe coopérateur. C'est-à-dire qu'on organise un groupe de cliniciens et de chercheurs dont l'unique mission, c'est de penser et de réaliser des essais cliniques chez l'enfant. Donc ils sont payés pour ça, ils sont réunis à l'INCa et ils lancent la dynamique pour écrire, réfléchir à des essais académiques pour faire progresser la science. Donc ce groupe coopérateur est créé, il existait pour plein d'autres disciplines, les tumeurs du sein, les tumeurs du système nerveux central. Maintenant, il y a un groupe dédié à la pédiatrie depuis l'année dernière. Ensuite, on a créé ce qu'on appelle des centres d'essais cliniques de phase précoce. Ce sont des centres hospitaliers qui sont dédiés aux essais cliniques testant des médicaments qui n'ont pas encore l'autorisation de mise sur le marché, donc ce qu'on appelle les phases 1 et 2 du développement, qui sont les phases un peu dangereuses avec des risques de toxicité, qui nécessitent une prise en charge vraiment adéquate. Ces centres d'essais cliniques de phase précoce, qu'on appelle les CLIP, il y en avait 16 en France pour les adultes. L'année dernière, on a lancé un appel à projet pour en créer en pédiatrie, et depuis la semaine dernière, on a labellisé 6 centres dédiés à la pédiatrie pour tester les médicaments innovants chez l'enfant. Ça va rassurer les industriels parce que la prise en charge, elle va être extrêmement cadrée, extrêmement contrôlée, avec des équipes d'infirmières dédiées, des équipes médicales dédiées. Ça sécurise en fait tout ce développement qui inquiète un peu. Ça sécurise aussi les familles. C'est dans un cadre vraiment organisé pour tester des nouvelles molécules innovantes chez des enfants qui ont a priori des tumeurs graves, réfractaires. Donc, il faut quand même une prise en charge tout à fait raisonnable. Ensuite, on a lancé un grand essai clinique de séquençage du génome de toutes les tumeurs réfractaires. Donc, à partir de cette année, ce financement a été acté, c'est-à-dire que tout enfant qui a une tumeur résistante au traitement, donc qui va faire partie malheureusement des cas les plus difficiles à traiter, va avoir sa tumeur, le génome de sa tumeur séquencé pour essayer d'identifier des anomalies moléculaires. Ça va considérablement accroître les connaissances, et là, c'est tous les enfants du territoire.
Et ça va démarrer dès 2015. Là, ça commence. Voilà, le financement a été acté à la fin de l'année 2014. Il faut le temps d'organiser, que les prélèvements soient adressés à des plateformes capables de faire cette analyse qui est très pointue et compliquée. Et nous, ce que nous allons organiser maintenant, c'est l'aval, c'est-à-dire faire en sorte qu'une fois qu'on aura identifié une tumeur, une anomalie dans la tumeur, on puisse proposer un médicament derrière. Donc on est en négociation avec les industriels pour qu'ils nous donnent, pour qu'ils nous proposent la totalité de leurs molécules, de façon à ce qu'on puisse orienter les enfants soit vers des essais cliniques, soit vers des ATU, ce qu'on appelle des ATU qui permettent de donner un médicament hors AMM. Voilà, donc ça on est en train de l'organiser. On est en train de lancer la même chose au niveau européen. Donc on répond à un appel à projet européen dans le cadre des appels à projets d'Horizon 2020 hein, qui organise la recherche de demain. Et l'INCa est moteur d'un projet qui réunit 7 pays. Et nous avons identifié 2 tumeurs prioritaires, les cancers des enfants et le cancer du poumon. Et donc ça s'organisera sur l'ensemble du territoire européen dans 7 pays différents, dont l'Allemagne, l'Angleterre. Bref, on a vraiment lancé une dynamique, je pense que... Enfin, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'on a vraiment pris le taureau par les cornes. Grâce au plan cancer et cette feuille de route qui était inscrite, ben, voilà, on s'est engagé, on engage des financements. Maintenant, tout ça va mettre du temps, c'est-à-dire que les résultats pour les familles, ça ne sera pas l'année prochaine. Tout ça va mettre plusieurs années à aboutir réellement à des progrès sur le terrain pour le plus grand nombre. Patricia Blanc, vous aviez fait part, si j'ai bien compris, de vos souhaits au président de la République avant l'élaboration du plan cancer, en tout cas vous avez fait part des préoccupations de votre association. Est-ce que vous les retrouvez dans ce que vient d'expliquer Agnès Buzyn? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu sur cette demande d'une priorisation, en tout cas d'un effort supplémentaire sur les cancers pédiatriques? J'ai le sentiment qu'on a tiré la sonnette d'alarme et que un certain nombre de choses qu'on avait demandées, nous c'est vraiment particulièrement la recherche, hein, ont été quand même entendues. Maintenant, on aimerait qu'effectivement ça aille plus vite. Mais c'est bien, la dynamique est lancée et je pense que c'est important à la fois de développer cette analyse biologique des tumeurs pour mieux comprendre la maladie et on était particulièrement content d'apprendre en fin d'année dernière que voilà, des budgets avaient été mis pour ça et ensuite que les enfants puissent être mis dans des centres labellisés où peuvent être suivis pour des essais précoces parce que jusque-là, alors que ce n'était que des clips d'adultes, quand il y avait des demandes pour des dossiers chez les enfants, ils étaient refusés. Donc on espère que maintenant, il y aura des résultats et je crois comprendre qu'il y aura aussi des équipes dédiées, comme vous le disiez, donc à la pédiatrie, ça c'est important. 6 centres, c'est bien. C'est bien. Je pense que ce sont des centres mixtes, à la fois adultes et enfants. Oui, pas tous. Oui, le plus souvent, il y a souvent une équipe effectivement d'adultes à côté. Mais le centre, ça peut être une équipe virtuelle commune adultes et enfants. Mais sur le terrain, il faudra vraiment des équipes dédiées à la pédiatrie. Hein. Voilà. On ne mélangera pas les adultes et les enfants. Ça, ce qui est important pour nous, c'est que vraiment, il n'y ait pas ce mélange, qu'il y ait bien des personnes dédiées, des structures dédiées pour les enfants. Et que derrière, effectivement, il y ait bien des essais dans ces centres-là. Voilà. On attend de l'INCa qui continue cette dynamique-là, d'aller discuter avec les industriels pour pouvoir monter ces essais et que concrètement, on ait des essais qui soient développés. Parce qu'on est dans une dynamique d'analyse de biologie des tumeurs, il va falloir proposer aux familles, aux enfants, des traitements. Et ce serait vraiment terrible de n'avoir rien à leur proposer derrière. Il fallait vraiment enclencher cette dynamique d'avoir des centres et dans lesquels on espère qu'on aura effectivement des essais précoces et donc des traitements qui pourront être proposés aux enfants. D'accord. Alors, on a évoqué cette dimension recherche sur les cancers pédiatriques. C'est évidemment une dimension essentielle pour laquelle vous militez, mais il y a également la dimension de la prise en charge hospitalière ou disons même médicale au sens plus large du terme. Est-ce qu'il y a des spécificités dans la prise en charge des cancers pédiatriques? Vous évoquiez à la fois des équipes dédiées, mais en même temps des prises en charge qui sont plus lourdes pour les personnels. Et vous êtes bien placé, puisque comme clinicienne à Necker, vous avez travaillé sur des prises en charge d'enfants atteints de cancer. Donc,
quelle est la dimension en termes de prise en charge spécifique sur les cancers des enfants? Alors, je vais parler du côté des soignants, je laisserai Madame Blanc peut-être présenter du côté des familles. Il faut du temps pour les enfants. Et le temps, c'est ce qui manque aux équipes soignantes actuellement à l'hôpital. Voilà, je pense qu'il faut beaucoup de monde. Il faut des équipes qui aient des moments de répit parce que c'est douloureux pour les jeunes infirmières notamment qui débarquent en cancéropédiatrique. Il y a un turnover des équipes important parce que c'est à la fois voilà, c'est émotionnellement lourd. Souvent elles se projettent aussi, elles ont des enfants. Enfin, donc il faut former des gens, il faut beaucoup de monde pour rentrer dans les chambres, prendre le temps de s'occuper de l'enfant, de créer le lien, le contact. Pour les soignants médecins, c'est le double de temps, on dit quasiment le double de temps. Il faut expliquer à l'enfant ce qu'on lui fait, ensuite il faut revenir avec la famille. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas avec les adultes. Avec les adultes, on s'adresse à une personne. Donc, en pédiatrie, tout est doublé, en fait, en temps. Donc c'est ça qu'il faut reconnaître comme spécificité. Et c'est vrai que quand on demande aux cliniciens pédiatres de s'investir dans la recherche clinique, de remplir des dossiers pour remplir des protocoles, c'est énormément de travail un peu administratif qui est indispensable pour faire aboutir la recherche, mais qui par rapport à leur temps de travail est très coûteux, plus encore que chez les adultes. Patricia Blanc, donc Agnès Buzyn vient de nous expliquer un peu la perception qu'elle avait en tant que responsable de l'ACA, mais aussi en tant que praticienne de cette prise en charge par les équipes médicales. Vous, de votre côté, avec votre expérience personnelle et l'accompagnement que vous faites auprès de familles touchées par un cancer pédiatrique, comment est-ce que vous voyez les spécificités de cette prise en charge par les équipes médicales auprès d'enfants malades ? Je voudrais revenir un petit peu sur les points que disait Agnès Buzyn. C'est vrai que les soignants qui entourent nos enfants, on voit bien qu'ils travaillent énormément et qu'ils sont très dévoués, etc. Mais qu'en même temps, c'est peut-être difficile. Mais que dire pour des parents avec un enfant qui subit ce type de traitement et de maladie, quoi. C'est vraiment, ça nous tombe du jour au lendemain. C'est pas un métier qu'on a choisi d'accompagner son enfant. Et là, il y a une réelle spécificité de tout l'entourage. C'est l'enfant, c'est les parents, c'est les frères et sœurs. Ce que je vois aussi, c'est que, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est beaucoup de travaux, des fois administratifs, de choses à faire pour ce personnel soignant. Pour les médecins, je pense que certainement qu'il y aurait quelque chose à faire là pour les dégager de ce genre de formalités administratives qui prennent un temps parfois incroyable alors qu'on préférerait qu'ils fassent autre chose, et je pense eux aussi. Donc s'il y avait un petit investissement à faire en termes de charges administratives, je pense que ce serait bien. Voilà. D'accord. Alors, il y a une dimension également qui est extrêmement importante dans la prise en charge des cancers pédiatriques, c'est les interférences entre l'équipe médicale et l'entourage, c'est-à-dire la famille. Comment ça se passe? Est-ce que les parents ont une place particulière? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont suffisamment entendus ou accompagnés eux-mêmes par les équipes? Ou est-ce que ça reste une dimension perfectible dans la prise en charge de ce type de cancer? Alors, je dirais qu'il y a deux choses dans l'aspect entourage. Il y a d'abord le fait que cette maladie, elle nous tombe dessus du jour au lendemain. Donc, pour prendre mon cas, moi, du jour au lendemain, j'ai dû quitter mon travail pour m'occuper de ma fille qui avait sa tumeur au cerveau. Voilà, parce que c'est au quotidien qu'on doit la surveiller et être là. Et c'est des opérations, c'est les chimios. Voilà. Donc déjà, il y a ce basculement dans la vie qui est que on doit bien souvent soit quitter son travail, soit avoir un congé de longue durée et être au quotidien auprès de son enfant. Et ça, c'est un bouleversement qu'il faut gérer. C'est aussi évidemment beaucoup plus de temps qu'on passe auprès de son enfant, que ce soit le père, la mère, qu'auprès des frères et sœurs. Un stress au quotidien. Donc là, il y a une prise en charge, mais je dirais qu'il y a,
pour les familles, il y a déjà ce premier aspect un peu matériel de qu'est-ce qu'on fait? On doit quitter son travail. En plus, on a des trajets à faire entre le domicile et le centre de soins qui sont parfois assez lourds. Quand on voit que la radiothérapie, c'est 6 semaines tous les jours. Voilà. Donc c'est du temps, mais c'est aussi du trajet. Donc là, effectivement, il y a, je crois dans le plan cancer, un aspect remboursement des frais d'hébergement, des frais de transport, c'est bien. Mais bon, je ne sais pas si c'est suffisant, ce n'est pas à moi de répondre à ça, mais en tout cas, c'est la réalité d'avoir cet aspect un peu matériel. Et ensuite, il y a des choses entre les soignants, les médecins et les familles. Moi, je dirais qu'il faudrait mieux prendre en charge, parce qu'en étant proche des familles, il y a souvent des choses qui me reviennent, comme la manière d'annoncer la maladie, le diagnostic, et la manière d'annoncer parfois qu'il n'y a plus de traitement possible. Et ça, je crois qu'il y a vraiment d'énormes progrès à faire encore pour que les parents aient le sentiment que le médecin va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir essayer de guérir l'enfant. Et que même si aujourd'hui il n'y a pas de traitement possible, qu'on ira regarder ailleurs, ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays même, pour qu'on ait pu donner toutes les chances possibles à son enfant. Et moi, je sais qu'il a fallu qu'on passe des soirées, des nuits sur Internet pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait ailleurs. On parle de l'innovation, mais nous, on se dit en tant que parents, mais il y a peut-être quelque chose qui est en train d'être développé par un chercheur ou par un centre quelque part. Peut-être que ça fait 3 semaines, peut-être que ça fait 1 mois, mais est-ce que mon enfant ne peut pas en bénéficier? Et donc, il y a une façon de présenter les choses, d'expliquer, de montrer l'engagement sur laquelle je crois qu'il faut encore travailler, parce que derrière, ça crée pour les familles des frustrations, des colères et de la culpabilité. Et ça influe énormément sur l'entourage, sur les parents, sur la vie après. Donc moi, je dirais s'il y a un point aujourd'hui sur lequel il faut travailler, c'est encore celui-là. Agnès Buzyn, ce point, Je suis d'accord. D'abord, l'annonce, on le sait bien, elle est aussi personne dépendante. On a beau vouloir mettre en place un dispositif d'annonce qui vise à bien expliquer les temps de traitement, ce qui va se passer, qui est souvent secondé par du temps infirmier. Dans le plan cancer, on a décidé de le renforcer en donnant des guides, des informations sur les droits sociaux, notamment pour avoir accès à ces remboursements sur les transports, parce que les familles ne recourent pas à leurs droits. Bref, il y a toute une organisation à faire au moment de l'annonce pour accompagner au mieux ces familles. Mais ce moment de l'annonce du diagnostic ou de l'annonce de l'arrêt des traitements, malheureusement, on le voit dans les courriers, ça reste quelque chose qui est vraiment intrinsèquement dépendant de l'empathie du médecin, du temps qu'il a, de sa journée. Enfin, et malheureusement, ça, je crois que cette variation humaine, je ne sais pas à quel point on peut vraiment l'amoindrir. Ça nécessite aussi une meilleure formation des médecins. Donc on travaille avec des patients ressources pour les former à l'annonce du diagnostic. La Ligue d'ailleurs contre le cancer est très investie de cette action. Voilà, on sait bien que ça, c'est pas encore parfait, malheureusement. Et par ailleurs, vous soulevez ce besoin qu'ont les familles d'être certains que tout a été fait, y compris à l'étranger. Et ça, c'est également un point sur lequel on est vigilant. Vous avez raison. Ça peut être aussi, je dirais, la culture pédiatrique qui pendant longtemps a été de ne pas faire de l'acharnement thérapeutique chez les enfants. Donc on sent que certains pédiatres sont encore dans cette attention, on ne lui fait pas gagner en qualité de vie à essayer de faire 10 traitements innovants, c'est vrai. Et donc les pédiatres sont très attentifs au fait qu'on n'aggrave pas encore la qualité de vie de l'enfant quand il lui reste peu de temps à vivre, et dont parfois cette certaine prudence à aller chercher un traitement innovant ailleurs qui n'est pas toujours miraculeux, il faut le dire. Oui, mais il y a manière et manière de l'expliquer. Voilà. Et donc ça, nous l'avons organisé dans le plan cancer en faisant des organisations interrégionales de recours, c'est-à-dire que vraiment tous les cas maintenant de cancer résistant doivent être discutés en inter-équipe pour essayer de voir s'il n'y a pas justement une voie vers l'innovation, vers un essai clinique qui permettrait de proposer à la famille quelque chose que le clinicien dans son centre n'a pas forcément perçu ou ne connaît pas. Donc on l'organise, mais je vois bien, quand je discute avec les pédiatres, certains sont prudents sur cette
course à l'innovation qui, à la fin, dégrade la qualité de vie de l'enfant plus qu'il ne lui rend service. Mais au moins que les parents se comprennent et soient informés que le cas de l'enfant a été discuté et qu'on a vraiment tout regardé, toutes les possibilités pour pouvoir faire quelque chose pour leur enfant. Et après, il y a un aspect risque et qualité de vie, évidemment. Et nous-mêmes, on a été amenés à en parler très ouvertement avec notre médecin. Mais c'est de la responsabilité des parents et du médecin d'en discuter. Mais au moins qu'on ait la possibilité de discuter de ça. Et ça, c'est déjà très important pour ce que je disais, la culpabilité, la colère après des parents, de certains parents. Tout à fait raison. Tout à fait. On approche de la fin de notre débat. Je voudrais juste terminer par deux petites questions, l'une concernant Agnès Buzyn et l'autre Patricia Blanc. Vous avez parlé tout à l'heure des clips. Alors, tout le monde ne sait pas forcément ce que sont les clips. Est-ce que vous pouvez peut-être juste expliquer un petit peu ce que c'est et ce que ça va apporter? Donc, des clips, ce sont des structures de soins, en fait, qui sont labellisées par l'INCa, qu'on a repérées comme des centres d'excellence en capacité vraiment de faire de la recherche sur le médicament et notamment des essais précoces dans le médicament qui sont compliqués à mener, avec des toxicités parfois inconnues, qui nécessitent beaucoup de personnel dédié à l'accompagnement des malades, mais aussi beaucoup de personnel dédié à remplir des cahiers d'observation, à rapporter des données d'expérimentation pour que l'on sache si le médicament est efficace ou pas, s'il est toxique ou pas. Donc ce sont des structures avec du personnel de soins, infirmières, médecins, attachés de recherche clinique, qui vont vraiment être dédiés à des protocoles, à des essais cliniques de phase précoce, qui permettent en fait aux industriels, mais aussi aux chercheurs académiques, d'essayer de nouveaux médicaments dans des indications peu habituelles ou d'essayer des tout nouveaux médicaments qui sont donnés pour la première fois chez l'homme. Donc ces structures, elles existaient pour les cancers de l'adulte et donc on vient de les créer, de les labelliser pour les cancers des enfants. Il y a 16 centres adultes, 6 centres pédiatriques qui couvrent à peu près le territoire de la France métropolitaine. Et je crois que la Ligue s'implique dans certains de ces clics. Alors, la Ligue et l'ARC finance, la Fondation ARC actuellement nous aide à financer des essais cliniques dans le cadre du programme CLIP. Et dans le programme CLIP pédiatrique, la Ligue s'investit, elle, pour nous aider à structurer et peut-être à financer des essais. Donc effectivement, les grandes associations caritatives sont très impliquées dans ce programme CLIP pour aider justement au développement de nouveaux médicaments. Patricia Blanc, j'imagine que beaucoup de ceux qui nous écoutent ont été intéressés par d'apprendre à la fois l'existence de votre association et puis par le combat qu'elle mène. Si un de nos auditeurs est intéressé, souhaite se renseigner sur vos activités ou vous rejoindre ou savoir un petit peu comment il peut contribuer, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Pour nous aider, il y a plusieurs choses. D'abord, on peut faire un don sur imagineformargot.org, mais aussi, je peux convier les personnes à notre grand événement annuel. C'est un événement plutôt convivial et familial qui s'appelle Enfants sans cancer. C'est une course-marche, donc il y en a pour tout le monde. On court, on marche 5 ou 10 km. Et c'est une course particulière parce que chaque personne qui s'engage dans la course va collecter des fonds pour la recherche. Et ce jour-là, à la fin de la course, les chercheurs viennent, nous expliquent à quoi vont servir les fonds, comment ils ont progressé avec les fonds qu'on leur a donnés les années précédentes. Et par exemple, l'année dernière, il y avait 1600 personnes et on a donné 665 000 € pour développer de nouveaux programmes de recherche pour les enfants. Donc je peux les convier à venir participer avec nous. Les inscriptions sont ouvertes sur un site qui s'appelle enfantssanscancer.com. D'accord. Merci beaucoup à toutes les deux. On aurait pu continuer. On voit bien qu'il y a des sujets qu'on n'a malheureusement pu qu'effleurer, mais je pense que vous nous avez quand même permis de mieux comprendre les spécificités de ces cancers pédiatriques et de leur prise en charge. Vous nous avez également quand même montré qu'il y avait une dynamique, même si on est loin du compte, qui commençait à s'instaurer à travers une prise de conscience et le plan cancer. Donc je voudrais remercier au nom de la Ligue Agnès Buzyn d'avoir bien voulu participer à ce débat et Patricia Blanc nous avoir exposé son expérience personnelle et son engagement en faveur de la recherche. Et on se retrouve donc d'ici 3 mois pour un prochain débat de Vivre, le magazine de la Ligue contre le cancer. À bientôt, au revoir.